stratégie, beaucoup plus straight to the point, performance. Et l'art a besoin d'espace, de temps. Et j'avais envie de pouvoir faire exprimer ces deux choses-là voilà, à travers ce processus. Et du coup, est-ce que c'est quand tu es arrivée ici au Canada il y a 10 ans que tu t'es dit je veux faire les choses autrement, ou tu avais même l'idée quand tu étais en France, back in the day? Absolument pas. Moi, je réalisais mon rêve en venant ici à gérer une équipe multiculturelle. Ouais. J'avais vraiment ce désir. J'ai beaucoup fait de commerce en fait en France. J'ai vendu des stations d'épuration, j'ai vendu la gestion des déchets. J'ai fait vraiment dans le monde de l'environnement, rien à voir. Je suis venue ici pour un poste en fait de chargée de projet, directrice de projet, un projet en fait unique, innovant. Dans le traitement des eaux usées pour le traitement tertiaire, parce qu'il faut savoir que les petits poissons se féminisaient dans le Saint-Laurent parce que les œstrogènes se transmettent dans notre pipi et dans les eaux usées et donc se retrouvent finalement rejetés dans le Saint-Laurent. Et moi j'ai découvert finalement tout ce processus-là de création à travers en fait la formule de la multiculturalité, parce que j'avais une équipe locale. Et je suis passée d'un management, on va dire, très transversal en Europe, ce qui est habituellement à l'inverse, on est très hiérarchique, mais moi j'avais un leadership transversal dans la construction des projets que je faisais. Et puis là, je suis devenue en fait la directrice adjointe, donc j'avais un management hiérarchique. Autant te dire qu'ici, je n'avais pas compris que le hiérarchique venait en imposition, parce que la française, c'est un petit peu comme ça. Et j'ai compris qu'il fallait plus que j'implique les gens, beaucoup plus que de me présenter comme... Exactement. Ouais, effectivement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de performance en tech, mais moins de tout ce qui touche au sens un peu, tu sais. Pourquoi, selon toi? La technologie, c'est un outil qui permet en fait justement de redonner du temps souvent aux humains. On cherche de la performance et la performance vient avec des choses qui se font de manière automatique. Et je pense que la tech a beaucoup été utilisée dans l'optimisation, la performance. Aujourd'hui, je pense que la tech devient aussi un outil de transmission plus large. Et en donnant du sens à des expositions accessibles de manière numérique, ça c'est mon rêve pour l'exposition que je fais, un projet qui va permettre de donner en fait de l'extension, amplifier le message de l'exposition, mais à travers la technologie. Donc aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, où on a l'impression qu'il y a une déshumanisation, je pense que l'art peut redevenir en fait un canal de connexion. Et donc remettre l'humain, c'était ma prochaine question, ça veut dire quoi concrètement remettre l'humain dans un environnement techno? Donc je pense que ça va passer par l'utilisation de l'art que tu fais à travers des différentes expositions. Exactement, c'est vraiment comme ça que je le vois. Est-ce que tu penses qu'avec les différentes entreprises avec lesquelles tu travailles, PME ou multinationales, est-ce que tu crois qu'elles sont prêtes à ce volet-là de remettre l'humain, d'habiller un peu la technologie, d'inviter l'art à entrer dans cet environnement-là? Mais écoute, j'ai plusieurs conversations en ce moment avec même un contrat qui sera certainement en octobre, pour amener finalement les ressources humaines dans le monde en fait, des entreprises, de ramener de l'humain et de ressentir avant d'expliquer à la tête. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je parle en fait dans ce processus d'exposition d'équité, de diversité et d'inclusion. Un sujet qui est ultra important pour moi parce que j'en ai vu les bénéfices à plusieurs reprises et à plusieurs niveaux, autant dans la performance que dans le sens, et aussi, mais encore une fois, plus tu as de monde diversifié, plus tu as d'idées innovantes, mais aussi plus tu as de possibilités de faire vivre ce message à l'international. Ça devient des canaux d'exportation et c'est super important. Et j'en ai perdu la question tellement j'étais passionnée. La question, c'est est-ce que les entreprises sont prêtes à ce que tu apportes? Oui, et en fait, j'ai de plus en plus d'échanges avec des entreprises en consultation pour apporter en fait cette culture inclusive, non plus juste d'un volet RH, mais d'un volet humain. Et donc, ma proposition, c'est de venir avec un 5 à 7, de commencer une formation sur la culture inclusive, mais par une exposition ou un moment de détente, de relations humaines, où j'interroge sur quelle est l'œuvre qui leur parle le plus. Il y a comme une présentation, et donc il y a un retour à l'humain dès le départ, avant de se former à comment je veux créer une valeur différenciante et avoir une proposition de valeur de marque unique et employeur qui peut aussi attirer les ressources issues de la diversité. Et donc du coup, ton exposition, elle est mobile. Si une entreprise fait une demande en disant nous on a une soirée 5 à 7 sur un thème, je sais pas moi, femme et tech, je dis n'importe quoi,
tu ramènes l'exposition, d'ailleurs qu'on commence par ça peut-être, ou on termine par ça, peu importe. Exactement. Okay. En fait, j'ai développé le concept pour que ça puisse tourner. J'ai envie que l'exposition tourne. Elle a déjà eu l'occasion de tourner à 3 reprises. Okay. Elle a été insérée dans un processus de Talent Black qui est créé par Evelyne Yeboah. Oui. On a eu la chance d'intervenir. Puis en plus, l'exposition, il faut savoir que chaque œuvre, en fait, c'est un mélange, c'est un triptyque. Donc il y a une photo et un haïku, la photo qui montre le préjugé, le haïku qui ouvre, qui est la poésie japonaise en 17 syllabes, c'est de la poésie, qui ouvre l'esprit, et une chanson qui rassemble. Donc en fait, quand on vient dans un processus de ce type-là, j'arrive avec quelques œuvres, ça dépend après si on veut vraiment que ce soit l'événement, on peut venir avec l'exposition complète, mais en fonction de l'espace, du processus et tout ça qu'on veut faire vivre, et puis on peut performer une chanson. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, puis d'humain, puis qui rassemble. Et moi, j'ai tenu à ce que ça soit autoportant. Ça veut dire que quand on me le demande, moi, je viens avec le matériel, puis l'exposition, je suis capable de l'organiser pour que soit il y a un parcours, soit ça, il n'y a pas besoin d'accrocher au mur. Tout est prévu, en fait, pour que ça tourne. Et c'est toi qui chantes? Oui, mais je suis aussi accompagnée de 2 autres femmes que j'ai accompagnées à écrire des chansons sur les œuvres. Il y a encore 3 œuvres qui cherchent des personnes qui auraient envie. C'est un processus, bien sûr, que je veux payant parce qu'on va jusqu'au studio. Hein. C'est des œuvres qui sont accessibles sur Spotify, sur toutes les plateformes. Donc, j'ai accompagné 2 femmes à écrire des chansons et elles ont 2 chansons chacune dans le processus. Puis on a une chanson commune. Mais en fonction des chansons qu'on choisit, on peut être 1, 2, 3 à chanter. Oh, trop bien. Mon autre question pour toi, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que c'est le manque de visibilité qui fait que les entreprises ne savent pas tout ce que tu proposes? Les 5 à 7, il y en a à l'appel, hein, à Montréal, on en a régulièrement, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les entreprises pensent plus à toi ou que tu aies plus une entrée? Parce que je trouve que le concept est incroyable. Je te dirais que c'est comme toujours, c'est déjà d'avoir, si quand vous entendez ça, vous dites « Oh my God, il faut que je leur parle à un tel », c'est simplement déjà de lui partager mon nom, puis de créer une conversation. Toute la vie, c'est ça. Hein. C'est des connexions, puis des conversations. Moi, à chaque fois qu'en fait, je suis intervenue dans ces événements-là, j'ai eu la chance de participer à Hellshine, organisé par le CICAJAN. J'ai eu la chance de travailler également avec Yolanda, qui a créé un événement pour Handicap Action et Diversité. Donc, et à chaque fois que je suis dans un événement, en fait, il y a d'autres événements qui se créent parce que le concept est intéressant. Puis, il vient apporter une note un peu moins formelle et pourtant super, ça réunit tout le monde. Il y a comme quelque chose qui se crée à l'intérieur de ce processus. Puis moi, j'explique aussi toute la démarche, l'exposition, son impact, les objectifs que j'ai avec l'exposition, notamment de pouvoir vulgariser puis de faire voyager en fait ce processus. Et parce que je parle d'équité, de diversité, d'inclusion, on parle de femmes en tech, mais moi, toutes les œuvres actuellement, et je suis ouverte à la création d'autres, mais ce sont des femmes qui sont présentées parce que je ne voulais pas faire revivre en fait le processus d'équité en confrontant l'homme à la femme. Je crois que cette méthodologie, on l'a tentée depuis des décennies. Elle a permis d'atteindre certains quotas parce qu'on a été jusqu'à des quotas, mais je pense que maintenant, il faut qu'on passe par quelque chose qui est ressenti, qui est vécu, qui est compris et qui est transmis. Et que ça réunisse, j'ai envie de dire, avant une pause musicale, que ça réunisse tous les alliés. Moi, j'aime bien ce mot, cette notion d'allié engagé, pas forcément que les hommes, hein, même les femmes, même en tant que femme, on peut être une alliée. Absolument. Parfois pas bonne. Donc, parfait. J'aime beaucoup ce concept-là. Je trouve que ça fait différent dans les 5 à 7 qu'on voit souvent. Puis, définitivement. On prend une petite pause musicale pour écouter une de tes chansons, puis on revient dans 2 minutes. Donc, on va écouter Dualité de Sophie Chanel. Si vous nous prenez en nom, vous êtes donc avec Elsa Tanous et Sophie Chanel à Tech et Transmission. Aujourd'hui, on parle d'art, de créativité, de leadership, de femmes en tech, de comment tout ça fonctionne, comment tout ça s'emboîte. Ça va toujours, Sophie? Oui, absolument. Oui. Tout à l'heure, pendant la pause, Sophie nous chantait sa chanson que vous avez entendue, qui a une super belle voix.
Je faisais la blague en disant qu'on n'a pas souvent des invités qui ont des belles voix. Merci encore, Sophie. Alors, prochaine question pour toi. Tu fais un lien direct entre art et leadership féminin. C'est pas courant. Pourquoi? Alors, pour moi, l'art, c'est un outil de transmission, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que la façon dont j'ai tenté de l'idée dans ma carrière, c'était par des modèles de mon expérience, hein, parce que ce qui se passe, c'est qu'on modélise un peu les gens qui sont au-dessus de nous dans notre carrière. Donc moi, j'ai évolué dans un monde masculin. Donc j'ai choisi les méthodologies masculines pour graver les échelons. Ça a fonctionné, la vérité, c'est que je suis devenue directrice générale, j'avais même pas 31 ans. Donc, ça a fonctionné, mais à ce moment-là, dans ma vie, quand j'ai perdu mon enfant, il y a eu comme une déconnexion, puis d'ailleurs cette chanson, elle en parle. J'avais une très forte performance dans ma vie, puis c'était très cadré, très rigide, mais j'avais laissé de côté ce que j'appelle ma partie féminine, plus douce, plus tendre, plus connectée, plus ressentie, plus intuitive. Et en fait, je me rends compte que grâce à la PNL, que je suis coach maintenant, j'ai reconnecté avec cette féminité. Et je pense que mon leadership, c'est grâce à ma créativité et à l'art qui s'exprime que mon impact est plus grand. Pourquoi je dis ça? C'est parce que depuis que j'ai créé cette exposition et ce show qui aura lieu d'ailleurs le 21 novembre, je te l'annonce en primeur, on va en faire une deuxième édition cette année à Laval. Je vous donnerai plus de détails quand on aura l'occasion. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que en parlant d'art, j'ai un impact beaucoup plus grand parce que les gens sont à l'écoute. Il y a comme quelque chose qui se crée, il y a une curiosité naturelle. Et pour partager mon message, plutôt que de le partager avec des chiffres, je le fais vivre, je le fais ressentir à l'autre. Donc je ne suis pas en train d'imposer mon propos, je suis en train de connecter avec la personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, son histoire, son expérience. J'aime beaucoup ça. Alors comment la créativité elle va transformer notre manière de diriger et ou d'innover? Pour moi, c'est le curseur le plus important, l'humain et la créativité. Dans un monde où on hyper utilise l'automatisation, l'intelligence artificielle, qu'on est même capable, parce qu'on est des humains intelligents finalement, de comprendre quand est-ce que ChatGPT ou Claude a écrit un texte sur nos réseaux sociaux, qui met des points à peu près à chaque fin de mot. Je pense vraiment qu'en fait, ce qui va créer une différence, c'est la connexion de cerveaux différents. Et ces cerveaux qui réfléchissent à une solution, à une problématique pour trouver une solution, eh bien, il se crée des liens qui fait que l'innovation sort de ce moment-là. Et en fait, je pense qu'à travers toute mon expérience, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai mêlé une start-up, petite entreprise, avec un institutionnel, une collectivité, et même une entreprise plus grande en PME, bizarrement, il y avait des défis que certaines entreprises n'avaient encore jamais nommés, que certaines start-up étaient déjà en train d'avoir une solution. Et finalement, c'est comme ça, ils ont été capables de changer de secteur, d'organiser, parce que finalement, le besoin était beaucoup plus large que ce qu'ils avaient imaginé. Et ça nous fait des entreprises qui perdurent et qui ont des propositions en fait avec la récurrence. C'est ce qu'on veut aussi pour le Québec et le Canada. Oui, définitivement. Alors, ton projet artistique Sisters, est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est concrètement et puis comment ça s'inscrit du coup dans cette vision? Sisters, ça part d'un prérequis qui est que nous sommes tous humains et nous avons tous des préjugés. Il faut comprendre que l'humain a un instinct de survie. Donc naturellement, on s'oriente vers les personnes qui nous ressemblent. Ça se voit dans toutes les villes, il y a même des communautés qui sont par quartier. On a tendance à se reconnaître sans même se parler. C'est assez impressionnant parce qu'on a des mécanismes en fait, qui se sont construits au travers de nos cultures, au travers de nos expériences. Et puis, quand on se reconnaît, on a l'impression d'avoir des intérêts communs. Mais ce qui permet en fait de transcender ça et de voir la richesse de s'associer à des personnes différentes, c'est de dépasser le préjugé. Et donc, en fait, l'exposition est construite de cette manière. Ce sont des œuvres triptyques, c'est-à-dire que chaque œuvre part d'une photographie qui présente un préjugé. Donc, on parle, par exemple, aussi bien de diversité de capacités, on parle de maternité, je parle de corps, je parle de culture, je parle de couleur de peau, il y a 13 sujets aujourd'hui, il y a une extension à venir, mais il y a 13 sujets actuellement. Et donc cette photographie présente un préjugé
Et cette photographie est associée sur l'œuvre avec un haïku, qui est une poésie de type japonais, qui veut dire, c'est 17 syllabes, donc tout le monde peut le lire. Ma fille est en train d'apprendre à lire, elle lit les haïkus que j'ai composés dans cette exposition. Et puis, en fait, le haïku ouvre l'esprit. Et ensuite, la chanson, qui est le troisième élément du triptyque, vient rassembler. Donc, il y a comme un processus à travers l'art qui vient tricoter, en fait, un chemin de pensée qui permet à la personne de se reconnaître. Elle vient de juger dans les 3 secondes grâce à une photo, et 3 minutes plus tard, après une chanson, elle se dit « My God, mais ça parle !» Et donc, de se rendre compte que finalement, même dans la diversité, la différence, et bien finalement, il y a une histoire de mon histoire qui est à travers ça, et bien ça fait une différence. Et ça fait un travail de déconstruction un peu aussi. Exactement. Est-ce que tu penses que la tech a besoin de plus de profils hybrides comme le tien? Écoute, j'étais encore cet après-midi en accompagnement et je vois la richesse de mon cerveau, on va dire, je sais pas, avec des antennes un peu partout. J'ai vraiment un profil atypique, mais j'ai pu voyager à travers le monde, j'ai pu vivre des expériences au niveau entrepreneurial, de la start-up à la multinationale. Donc j'ai la connaissance des schémas en fait organisationnels, des défis que chacune des types d'entreprises vivent. Puis j'ai commencé avec la gestion des déchets. Ça paraît un peu étrange, mais en vivant dans la gestion des déchets, des expériences ou des défis qui peuvent être chimiques, de recyclage, de déchets ultimes, eh bien j'ai vu un tas de types d'industries. Que ce soit de l'agroalimentaire, que ce soit des banques, que ce soit une imprimerie, que ce soit une manufacture. Et donc, ça me permet d'avoir compris en fait une multitude de, on va dire, de modèles d'affaires. Et donc, cette richesse-là, quand je l'apporte à une entreprise, en fait, c'est plein d'angles morts qu'elles n'ont jamais vus, puis qu'elles n'ont même pas. C'est invisible en fait pour ces entreprises. Donc, je ne sais pas si tout le monde doit avoir ça, mais en tout cas, je sais que quand je travaille avec les entreprises qui travaillent avec moi, ils sont un peu « waouh, ok, c'est quelque chose que j'avais jamais imaginé. » Exactement. Parce que tu apportes un big picture, un peu de... Ouais. Quand on parle d'inclusion aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore mal compris du coup? Je pense que ce qui est mal compris, c'est que à force de vouloir absolument intégrer de l'inclusion dans les entreprises, on a parlé beaucoup plus de discrimination positive et malheureusement, il faut déconstruire cette idée parce que on minimise en fait, quand on fait de la discrimination ou qu'on croit que c'est de la discrimination positive, on minimise l'impact de la personne qui est présente et c'est comme si qu'elle partait avec un, tu sais, comme dans les voitures, là, on leur met un sabot. Puis ils doivent traîner un sabot qui ne leur appartient même pas. Et donc ça ajoute un préjugé. Donc il y a vraiment quelque chose à déconstruire. Pour moi, la diversité, en fait, ce mot-là, on pourrait même l'enlever, finalement, on pourrait parler de société. Parce que la vérité, c'est que notre société est déjà diversifiée. Oui, effectivement. Et qu'on est tous divers, en fait. Les gens ont tendance à dire diversité, personne issue des minorités visibles. En fait, non, on est toutes et tous divers quelque part. Ouais. Alors, on est presque à la fin. Ma question pour toi, avant de passer au message que tu aimerais faire passer, à quoi ressemblerait une organisation qui est alignée sur tous les enjeux qu'on a cités aujourd'hui? Enfin, voilà, on vient dans un monde idéal. Là, je suis un peu bisounours en ce moment, mais bon. Mais juste avant, pour compléter ton propos d'avant, je pense que la diversité, on l'a beaucoup vu aussi d'un point de vue ethnoculturel. Oui. Moi, je suis neuroatypique. Et je pense que la neuroatypie est aussi un défi en fait dans le monde de l'entreprise. C'est aussi pour ça, je pense que j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que j'avais tendance à devoir rentrer dans une case. Et je pense que l'entreprise idéale, tu sais, je veux dire, ce qui serait, je vais même dire idyllique, ça serait d'avoir cette capacité de s'entourer même de profils, pas forcément à temps plein, mais de manière temporaire, avec des profils qui sont issus de la neurodiversité, qui sont issus de la diversité ethnoculturelle, d'ici et d'ailleurs. Je dis d'ici et d'ailleurs parce que, malheureusement, encore une fois, la diversité, il suffit que tu aies la peau d'une couleur différente que la blanche, parce que moi, je suis blanche. Vous l'entendez à ma voix, j'ai même un accent français, mais moi je suis blanche et donc parler de diversité, les gens ils se disent tu sais, tu vis pas de défi. Ben, en fait si, parce que moi déjà dès que j'ouvre la bouche, on comprend que j'ai un accent français. Et puis ensuite quand on commence à parler avec moi ou même dans un projet,
Je sors toujours des idées un peu qui sortent de la boîte et c'est comme si qu'il y a des gens qui considèrent que c'est des tâches de plus. Donc je pense que peut-être de s'associer à des personnes de ce type-là, peut-être pas tout le temps à temps plein, mais de s'assurer que dans l'écosystème, on parle aussi de bleu, de jaune, de rouge, voilà, de profils différenciants dans le sens, dans l'organisation, mais il y a aussi finalement toute cette richesse multiculturelle et au-delà, avec aussi les cerveaux différents. De tout le monde, ouais. Alors, dernière question avant de clôturer, un message à faire passer aux femmes en tech ou en devenir en tech qui nous écoutent ce soir. Je crois qu'une femme devrait simplement s'autoriser à rêver et à observer les messages qu'elle dit et qu'elle nomme en disant là c'est pas pour moi. Ouais, simplement pour pouvoir les dépasser, parce que quand il y a une prise de conscience, en général on est capable d'aller plus loin. Jamais j'aurais cru qu'en venant au Canada dans un poste de direction, de haute direction, j'allais devenir entrepreneur. Puis finalement, je me suis juste donné l'autorisation de découvrir, de me découvrir et de découvrir d'autres façons de faire, ce qui fait que je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Une autre façon de se découvrir, de découvrir d'autres façons de faire. Merci beaucoup Sophie d'avoir été avec nous. Pour résumer rapidement notre émission, c'est une autre manière de penser la tech, plus humaine, plus créative, plus engagée. Sophie, où est-ce qu'on peut te suivre, découvrir ton travail? Alors, vous pouvez me suivre sur Sophie Chenel, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. J'ai beaucoup d'interactions sur LinkedIn. Et puis, après, j'ai mon site internet qui est sochenel.com. Parfait. Prochain événement, donc 29 novembre. Non, c'est le 21 novembre pour le show Sisters. Est-ce qu'il y en a avant des événements auxquels tu convies je vais être à un événement RH, mais je n'ai pas encore la date officielle, certainement en octobre. Okay. Et puis, bref, suivez-moi sur les réseaux, vous allez voir les actualités. Parfait. Alors moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Merci encore Sophie pour cet échange. Et donc, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Tech et Transmission. Merci à toute mon équipe. Mohamed Guessek à la mise en onde, Maria Nanema et Ali El-Krechi à la création de contenu. L'épisode sera disponible dès demain sur Spotify et Apple Podcast et dans quelques semaines sur YouTube. On vous souhaite une bonne soirée.